Soyez les bienvenus à ce premier webinaire qu'organise le groupe Initiative Afrique, un webinaire qui s'intéresse à la thématique assez importante à notre avis de l'implication de la jeunesse dans les politiques de développement, donc dans les politiques publiques. Nous allons démarrer effectivement. Ce que nous avons prévu, c'est d'écouter le secrétaire général du groupe Initiative Afrique, Pascal Pérou, pour son intervention. Pascal nous permettra de découvrir davantage ce qu'est le groupe Initiative Afrique. Et à la suite de Pascal, Fatou Cissé pourra intervenir pour présenter plus en détail le concept de ce webinaire. Donc, évidemment, Pascal, tu as la parole pour pouvoir démarrer ton intervention. Merci. Merci, José, et bonjour à tout le monde. Je vais rapidement présenter le GIAF et aussi l'historique du GIAF Junior, pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, en quelques mots, le GIAF, c'est un cercle de réflexion panafricain, indépendant, composé de décideurs du secteur privé, du secteur public, de l'université, des médias, cooptés et ouverts, mais caractérisé quand même par une majorité africaine très nette et un tropisme purement africain. Bon, son historique, il est issu de réunions de l'Institut Aspen France en Afrique, qui était à l'époque présidé par Raymond Barre, et il s'est implanté en Afrique en 2011. Basé à Abidjan, notre président, c'est Charles Konambani, et le groupe dispose d'un certain nombre d'antennes dans différents pays. Donc, en définitive, et pour résumer, le groupe Initiative Afrique, GIAF, c'est un grand réseau en fait, qui s'est constitué sur une vingtaine d'années et qui comprend environ, je dirais, 90 leaders, un peu si je puis dire, en résumé sur l'ensemble de la sous-région, essentiellement francophones, mais avec aussi quelques personnalités importantes anglophones. C'est une méthode, la méthode héritée d'Aspen, c'est la partie think tank fonctionne sur la base de grandes conférences internationales qui sont, selon la règle de Chatham House, c'est-à-dire qui ne sont pas publiques, pour permettre le langage direct et franc, qui dure 2 jours et demi. Donc, c'est une méthode particulière de débat, de discussion, où la parole est franche, et qui est dont l'objectif est d'arriver à dégager des synthèses sur des problèmes un peu compliqués et surtout des recommandations tournées vers l'action. Et la troisième caractéristique de ce groupe, c'est que la partie Action Tank, action, est particulièrement développée, c'est-à-dire que les recommandations ne sont pas simplement, je dirais, il y a une préoccupation vraiment au niveau de l'organisation de suivi de ces recommandations. Notamment, par exemple, sur le Mali ou sur des pays comme ça, nous avons des groupes, nous soutenons un peu nos membres et nous essayons de pousser les idées qui correspondent aux recommandations établies ensemble. Voilà, je débloque pas plus cet aspect GIAF, je passe au GIAF Junior parce que vous avez tout ça sur le site et je vous invite notamment à regarder sur le site la 3e conférence sur la jeunesse africaine de 2014 qui est la base de ce premier webinaire et de suivre aussi le suivi des actions sur Facebook. Alors maintenant sur le GIAF Junior, très rapidement, ce qui est à l'origine de ce GIAF Junior, nous avons 10 ans, puisque 2021, qui nous a permis de faire un tour complet avec assez de recul pour déjà faire un petit bilan de nos recommandations. Et nous comptons appliquer une de nos recommandations que nous avons établies dans cette conférence sur les jeunes, c'est aller vers la jeunesse. Donc, on est dans cette démarche. Comment? D'abord, en
autonomisant complètement sur cette réflexion une petite équipe de jeunes de notre groupe que vous êtes en train de découvrir et qui s'appuie sur nos recommandations. Bien sûr, c'est la base de ce travail qui a été fait dans ces années, mais en posant les questions à leur manière et avec le découpage des thèmes que vous expliquera et que vous présentera Fatou Cissé, qui est la responsable de cette équipe du GIAF Junior. Et donc, c'est avec des yeux de jeunes que sont posées les questions et sont vues les questions, etc. Le deuxième point, c'est que bon, l'objectif que nous poursuivons, c'est bien sûr de diffuser ces recommandations, de vous en faire prendre connaissance, de vous faire une appropriation critique, c'est-à-dire que, bien entendu, elle est soumise à votre critique. C'est d'autre part procéder à une actualisation. Ces conférences sont datées d'une certaine époque, elles sont généralement toujours vraies, toujours d'actualité, si je puis dire, mais c'est bon de les actualiser. Et d'autre part, encore une fois, rester dans l'esprit du GIAF, c'est-à-dire dans vos interventions, les jeunes, le plus possible d'aller vers de nouvelles propositions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas rester uniquement dans la théorie, c'est d'avoir cette volonté de nouvelles propositions. Alors, la méthode telle qu'on a choisie, c'est d'incarner ces conférences, ces réflexions par des acteurs témoins de haut niveau que vous avez aujourd'hui, en l'occurrence nos présentateurs, qui sont principalement des membres du groupe, mais aussi des partenaires ou des personnes, ressources que nous avons trouvées. Et l'intérêt pour vous, c'est que les personnes que vous allez voir comme introducteurs sont vraiment branchées sur le réel. Elles sont, je dirais, elles incarnent vraiment leur vision sur ces recommandations et elles vont répondre à vos questions, ce qui peut être précieux. Et je crois qu'il faut particulièrement les remercier aujourd'hui parce que compte tenu des turbulences politiques qu'il y a, le fait qu'elles aient pris de leur temps illustre comment dirais-je, et de façon totalement gratuite, si je puis dire, illustre leur engagement. Et je crois qu'on pourra les remercier pour ça. Les finalités que nous poursuivons pour terminer, elles s'inscrivent, vous avez vu que le webinaire va durer 5 mois, donc elles s'inscrivent dans le désir pour votre côté, de vous permettre de vous faire une vraie vision structurée, puisqu'on essaye de trouver vraiment des cohérences. Et donc, vous aurez le temps au niveau de, je dirais, le long du parcours de ce webinaire, de vraiment, par les questions et les réponses et la matière, de structurer vraiment votre vision. Pour nous, en tant que groupe, on compte sur vous pour nous apporter des idées, des propositions actualisées. Donc, en fait, c'est un vrai bilan qu'on va faire ensemble pour enrichir finalement nos recommandations. Et tout ça est tourné vers l'action. Et pour cela, je ne vous cache pas que notre objectif aussi est de vous fédérer le plus possible entre les pays pour arriver à des visions justes et partagées sur toute la sous-région. Parce qu'une de nos convictions profondes auxquelles nous sommes arrivés, c'est que l'intégration régionale, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité absolue si on veut émerger et créer des emplois. Donc voilà, nous, au niveau du GIAF, nous considérons que c'est une très belle aventure d'échange, de travail et d'engagement pour un meilleur devenir de continent auquel nous allons essayer de travailler tous ensemble. Et maintenant, je repasse la parole aux vrais acteurs. Merci beaucoup, Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fatou Cissé, responsable du groupe Initiative Afrique. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir à l'occasion de ce premier cycle organisé par le GIAF Junior. Comme l'a indiqué Pascal, le GIAF Junior est une branche du GIAF qui a été lancée en 2019, avec principalement pour objectif de fédérer la jeunesse africaine diverse et multiple, mais également de l'inclure au processus de prise de décision sur les questions la concernant. Actuellement, nous sommes une équipe de 3 personnes, à savoir moi-même, José Herbert Aododé, qui sera notre modérateur ce soir, et Théo Mallet. Nous sommes bien entendu accompagnés par les membres du groupe Initiative Afrique, tels que Pascal Pérou, Joël Bertrand, Elisabeth Côté et le professeur Adiratou Wahanian, que je tiens à remercier particulièrement pour leur disponibilité.
Alors, la motivation principale de ce premier webinaire repose sur le constat donc, que vient de faire Pascal suite à leur conférence de Yamoussoukro en 2014. Mais cette motivation repose également sur les récentes projections des Nations Unies qui prévoient que la population du continent africain devrait doubler d'ici à 2050, en passant de 1 milliard d'habitants à près de 2,4 milliards. Surtout, la moitié de ces habitants auront moins de 25 ans. Par ailleurs, la Charte africaine de la jeunesse, développée par l'Union africaine, définit les jeunes en tant que personnes âgées de 15 à 35 ans. Et aujourd'hui, plus de 400 millions de jeunes Africains se situent dans cette tranche d'âge, ce qui fait donc de l'Afrique le continent le plus jeune du monde. Cette Charte de la jeunesse est un cadre global qui tient à traiter des droits et des responsabilités des jeunes citoyens. Elle constitue également le contrat social entre l'État et les jeunes. Or, nous pouvons remarquer que de ce contrat social est la défaillance de ce contrat est l'une des principales causes de frustration chez les jeunes du continent face à leur exclusion des processus de décision publique. En effet, lorsqu'on étudie les résultats, par exemple, des enquêtes Afrobaromètre en 2016, qui révèlent un très large fossé entre les aspirations énoncées et la réalité de l'engagement politique des jeunes en Afrique. Même si 67% des jeunes Africains discutent souvent de questions politiques, ils sont moins susceptibles de se livrer à l'engagement politique ou aux activités civiques. Et ce niveau d'engagement a diminué au fil du temps. Il faut également noter que lorsqu'on parle d'implication de la jeunesse dans les politiques publiques, nous avons affaire ici à deux dimensions. La première qui concerne l'engagement politique, notamment illustré par le militantisme politique, et la seconde, l'engagement citoyen au sein des services et à travers des actions publiques. Et je pense que ce webinaire nous donne ce soir l'occasion d'entendre plusieurs illustrations concrètes de l'implication des jeunes Africains à différentes échelles, mais également, je l'espère, d'apporter des éléments économiques et de gouvernance afin de pouvoir dégager des solutions potentielles. Donc, je vais m'arrêter là, car je sais que les échanges de ce soir sont très instructifs grâce à nos 4 éminents intervenants, ainsi qu'à notre modérateur, José Hervé Aododé, que je tiens à remercier une fois de plus. Merci beaucoup. Merci Fatou. Et comme on vient de le constater, le groupe Initiative Afrique a une genèse. Le groupe Initiative pense également à préparer la relève et c'est dans ce cadre que cette branche junior, évidemment, est en train d'être construite et ce sera consolidé, bien évidemment, avec l'appui de tous. Alors, revenant à notre sujet, à notre thématique du jour, nous nous sommes réunis ce soir pour donc échanger autour de l'implication des jeunes dans les politiques publiques. Nous avons 4 éminents panélistes qui ont été invités, qui pourront partager en fait leur vécu et leur expérience surtout sur cette thématique. Donc, le premier intervenant, c'est Dr Gilles Yabi. Dr Gilles Yabi, qui va tout à l'heure prendre la parole pour nous donner des éléments factuels, parce que dans la présentation de Fatou, on a senti déjà ce que c'est que l'implication de la jeunesse et la nécessité pour la jeunesse de s'impliquer, que ce soit dans les partis politiques ou l'engagement citoyen au niveau de la société civile. Donc, Gilles Yabi est un docteur en économie. Il est fondateur de Wati, qui est un think tank citoyen. Et par le passé, oui, qui est un think tank citoyen, donc une plateforme de production, d'échange d'idées, de connaissances et de formulation de pistes d'action pour transformer les sociétés ouest-africaines. Donc, il a travaillé comme analyste par le passé, et puis comme directeur du bureau Afrique aussi de l'International Crisis Group, qui est une organisation gouvernementale qui œuvre pour la prévention et la résolution des conflits. Donc, docteur Gilles, soyez les bienvenus à nouveau et c'est un plaisir de vous recevoir. Juste à la suite de docteur Gilles, nous avons Christelle Ménaro, qui est une jeune béninoise. Christelle est titulaire d'une licence en analyse biomédicale et exerce la profession de technicienne de laboratoire. Elle a été par le passé actrice et membre du Parti Alternative Citoyenne et puis qui s'est fusionné et vu les réformes actuelles au Bénin au Parti L'Union Progressiste. Donc, c'est une jeune militante qui est avec nous, qui a un parcours
qu'elle partagera avec nous. Et Christelle a la ferme conviction, en fait, qu'il faille l'engagement de tous et surtout un sens de patriotisme aigu des politiques pour atteindre le développement du Bénin et l'épanouissement de chaque Béninois. Donc, Christelle, à nouveau, soyez les bienvenus. Nous avons à la suite de Christelle, Dr Masra, Dr Succès Masra, qui nous a rejoint depuis le Tchad. Dr Masra est docteur en sciences économiques, formé à l'université à Paris-Sorbonne, et il a beaucoup travaillé dans les institutions internationales, notamment à la BAD, dans certaines banques et dans les compagnies d'assurance et cabinets de conseil. Donc, Dr Masra a un parcours d'économiste financier principal. Il a coordonné beaucoup de programmes et depuis quelque temps, il a démissionné de ses fonctions à la BAD pour se consacrer résolument à l'émergence d'une nouvelle jeunesse en politique dans son pays, au Tchad. Donc, il est fondateur du Parti des transformateurs du Tchad. Docteur, il a un parcours, on ne pourra pas tout dire, tout à l'heure, il pourra intervenir aussi pour nous partager de ses expériences. Et donc, le quatrième intervenant que nous avons, c'est Dr Tidiane Diaye, qui est du Sénégal. Dr Tidiane Diaye a un parcours notamment assez riche. Donc, la présentation, en fait, de Dr Tidiane, comme nous l'avons dit, Dr Tidiane a un parcours assez riche. Il est titulaire d'une maîtrise en sociologie de développement qu'il a obtenue à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et il a travaillé dans plusieurs institutions. Il a d'abord commencé sa carrière au Centre international pour le commerce et le développement durable à Genève. Après, il a rejoint l'ONG internationale en matière monde depuis 2002 en tant que coordonnateur de programme sur le commerce. Et plusieurs années plus tard, il a fondé le Centre africain pour le commerce et l'intégration régionale, dont il assume la charge de directeur exécutif. Il intervient fréquemment sur plusieurs questions liées donc à l'intégration régionale, aux questions sur le commerce international. Donc, il a aussi un parcours qu'il pourra partager avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons accorder la parole au premier intervenant, Dr Gilles Yabi. Docteur Gilles, avant que vous ne partiez, on était en train de se poser la question de savoir, évidemment, si on est d'accord sur le fait que les jeunes s'impliquent moins, est-ce que vous avez des aspects, des éléments factuels à partager avec nous? Et après ça, peut-être juste vers la fin de votre intervention, si vous avez des approches, comment est-ce qu'on fait désormais pour véritablement avoir plus de jeunes engagés tant en politique que dans la société civile en Afrique? Merci, Dr Gilles. Je pense que c'est bon. Oui. Vous m'entendez? Très bien, Dr Gilles. Très bien. Merci beaucoup, José. Merci à toutes et à tous, au groupe, au GIAF Junior pour cette invitation. C'est un plaisir et c'est un privilège d'être avec vous. Merci à Christelle d'avoir si brillamment introduit les discussions et je pense déjà avoir mis les pieds dans le plat, je dirais. Et je voudrais aussi souligner la joie que j'ai de voir Success Mara être capable de participer à cette discussion compte tenu du contexte politique actuel au Tchad que nous connaissons et sa situation personnelle. C'est un plaisir de la voir et je crois que c'est aussi une très bonne manière, dans un certain sens, d'introduire cette discussion sur la place des jeunes dans la définition, la formulation des politiques publiques. Alors, je vais essayer de ne pas être très long. Alors, je ne vais pas nécessairement donner des faits. Je crois que lors de l'introduction par Fatou, il y avait déjà un certain nombre de faits qui avaient été donnés sur la question de la jeunesse, de comment est-ce qu'on la définit, ce qui me semble être un élément important. Est-ce qu'on la définit avec une tranche d'âge particulière ou est-ce qu'on la définit d'une certaine manière en fonction des contextes dans lesquels on discute de la participation et de la place des jeunes? Je voudrais souligner par exemple que c'est clair que la définition en 15 et 35 ans, elle est assez large et elle saisit, je pense, assez bien en tout cas
cette période importante où on a une capacité normalement de jouer un rôle important dans la société, de continuer aussi à apprendre. Mais évidemment, lorsqu'on parle par exemple de l'engagement politique et de la possibilité pour des jeunes de jouer les premiers rôles en politique, y compris d'être président de la République par exemple, évidemment, il faut ouvrir un peu cette tranche d'âge puisque les plus jeunes candidats ou potentiels candidats dans beaucoup de pays africains sont plutôt entre 40 et 60 ans. Et lorsqu'on regarde l'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas fait le calcul, mais si vous calculez en ce moment la moyenne d'âge des chefs d'État en Afrique de l'Ouest, dans les 15 pays de la CEDEAO, à mon avis, on est au-delà de 60 ans et on a beaucoup de chefs d'État de pays importants qui sont plutôt entre 70 et 80. Et lorsqu'on élargit à l'échelle du continent, on a aussi une moyenne qui est très, très, très supérieure de celle de la plupart des pays africains, où on a rappelé tout à l'heure que bien plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc cette distance, je pense, a traduit très clairement le problème que nous avons de représentation déjà des jeunes en politique. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'essayer de décomposer le problème en ces différents éléments. Je trouve que c'est toujours une approche qui peut nous permettre de savoir finalement de quoi est-ce qu'on parle exactement et peut-être d'ouvrir aussi tout de suite des pistes, au moins des domaines dans lesquels il faudra intervenir. On parle de participation aux politiques publiques. Pour moi, ça veut dire trois choses. Disons, première chose, c'est participer aux politiques publiques, évidemment, au plus haut niveau, c'est faire partie des décideurs. C'est être à la table de ceux qui décident. Être à la table de ceux qui décident, si on veut schématiser, c'est soit être dans des fonctions électives, être à l'Assemblée nationale, être dans le gouvernement comme ministre ou à la tête d'institutions importantes dépendantes du pouvoir exécutif, ou être, par exemple, aussi élu local. Donc, vous avez d'un côté des fonctions électives où finalement la possibilité pour des jeunes d'accéder à ces instances de décision, elle est décidée théoriquement en démocratie par les élections. Et vous avez à nouveau la possibilité pour des jeunes d'être cette fois-ci dans l'exécutif et donc de dépendre finalement d'une décision politique sans être nécessairement, disons, passé par des élections. Je crois que c'est important de situer cela parce que ça permet, disons, de clarifier un peu, disons, les modes de participation au niveau le plus élevé où les jeunes sont à la table de décision. Le deuxième niveau de participation, c'est même si on n'est pas à la table, ne pas être trop loin. Lorsqu'on a une table pour le déjeuner, mais lorsqu'on est à la cuisine, c'est déjà, on est un peu proche. On a des possibilités d'influencer ce qui se passe à la table de décision. Et donc, c'est au fond faire partie de ceux qui influencent les décideurs. Alors, dans ceux qui influencent les décideurs, il faut se poser la question dans nos pays, qui sont ceux qui influencent les décideurs politiques? Donc, vous avez toute une série de conseillers, disons, formels, et vous avez des conseillers informels. Vous avez des gens qui ont de l'influence et qu'on peut repérer dans l'architecture politique et institutionnelle, et vous avez des gens qui ont de l'influence, mais qui n'apparaissent nulle part dans l'organigramme ou dans l'architecture politique et institutionnelle des États. Est-ce que les jeunes sont présents dans ces deux catégories, disons, de personnes qui influencent les décideurs? Évidemment, c'est très difficile d'avoir des indications sur ça, mais le sentiment qu'on a, c'est que les jeunes ne sont pas très présents dans ces cercles-là, de décideurs formels et informels. Alors, je crois qu'il faut aussi savoir que dans ces conseillers, dans ces personnes qui ont de l'influence, vous avez par exemple des acteurs économiques qui sont influents. Toujours, les acteurs économiques les plus importants ont de l'influence, évidemment. Vous avez aussi des acteurs qui sont plutôt des leaders d'opinion, qui peuvent tirer leur influence d'une forme d'autorité morale qui peut être traditionnelle ou qui peut être, par exemple, religieuse. En fonction des pays, ces personnes ont plus ou moins de pouvoir et se constituent clairement des pôles d'influence sur les décisions et sur les politiques publiques. Et vous avez aussi, en fonction des pays, disons ce qu'on peut appeler les intellectuels, qui peuvent aussi avoir de l'influence. Bon, dans les pays africains, ce n'est pas très clair que les universitaires qui se cantonnent dans ce rôle appartiennent vraiment à ceux qui ont de l'influence, malheureusement, sur les politiques publiques. Ils devraient l'être. Alors, le troisième niveau de participation, c'est même si on n'est pas à la table et même si on n'est pas à côté de la table,
d'être au moins dans des instances où on discute, des politiques publiques, dans des espaces de dialogue sur les politiques publiques. Et là, évidemment, on peut retrouver toute la société civile et des espaces de dialogue formels et informels. Là, on a sans doute beaucoup plus de jeunes qui sont présents, notamment dans des associations, des organisations de la société civile, qui peuvent discuter des institutions, discuter des réformes politiques, discuter des réformes économiques, sans avoir nécessairement de l'influence. Mais au moins, à nouveau, dans ce cas, on participe peut-être quand même à une influence sur ceux qui ensuite pourraient reporter ces messages au niveau supérieur. Mais le problème, c'est que là, il faut savoir si on a des espaces de dialogue qui soient institutionnalisés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a dans nos pays des espaces qui permettent non seulement à des jeunes de s'exprimer, mais qui permettent aussi à cette expression, finalement, de parvenir quand même de temps en temps à ceux qui ont l'oreille des décideurs. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense qu'il y a trois contextes qu'il faut considérer. Le premier, c'est le contexte politique. Je crois que la première chose à regarder, c'est quel est le contexte politique, la gouvernance politique, les pratiques politiques réelles de nos pays africains. Et en quoi est-ce que ces pratiques politiques réelles sont un obstacle à la participation des jeunes à la décision politique? Je crois que là, il faut voir que, évidemment, lorsqu'on est dans des régimes qui sont soit autoritaires, clairement, ou qui sont formellement démocratiques, mais qui ne le sont pas en réalité, ça veut dire concrètement que la seule chance d'avoir des jeunes qui jouent un rôle important, c'est que le leader, le chef, le grand chef, soit convaincu de la nécessité d'avoir des jeunes parmi les décideurs. Accidentellement, cela peut arriver. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on ne peut pas avoir des leaders qui soient conscients de l'importance d'avoir une représentation des jeunes, par exemple. On a quelques exemples, hein. Bon, on peut citer le Rwanda. On a non seulement une représentation des femmes qui est importante, mais on a aussi beaucoup de gens relativement jeunes qui sont dans des positions à la tête d'agences très importantes pour le développement économique et pour d'autres institutions, par exemple dans un pays comme le Rwanda, qui n'est pas un modèle de démocratie, mais qui est d'une certaine manière un modèle d'un leadership particulier où, en fonction des besoins, disons, de modernisation, par exemple, le leader comprend que finalement, les jeunes, s'il veut développer les nouvelles technologies, par exemple, il a besoin de jeunes, parce que c'est simplement les mieux outillés, les plus formés, les plus à l'aise pour pouvoir, par exemple, entreprendre une modernisation des services publics en utilisant davantage Internet, par exemple. Donc, on peut avoir des leaders qui qui décident délibérément de donner de la place aux jeunes parce qu'ils pensent qu'il y a des jeunes qui sont compétents et qui sont à même de moderniser leur pays. Mais évidemment, la faiblesse des régimes autoritaires et des régimes démocratiques qui ne le sont pas vraiment, c'est que ça peut changer. Il suffit que le leader change et ses convictions également disparaissent. Et donc, vous pouvez vous retrouver très vite dans une situation où ce qui semblait être acquis est remis en cause parce que cela n'a pas été institutionnalisé. Mais dans beaucoup de pays, on a des leaders qui sont non seulement très âgés, mais qui ne comprennent pas le besoin d'avoir des jeunes, même pour des raisons d'efficacité économique. Et évidemment, le résultat, c'est que vous n'avez aucune possibilité, disons, d'avoir réellement des jeunes qui soient dans des positions de décision. Le deuxième contexte qui me semble être important de souligner, alors, juste, je veux dire, le Tchad est un bon exemple aussi, hein, évidemment, de cette marginalisation politique. Hein. Lorsque vous n'avez pas d'espace politique pour la démocratie, vous n'en avez pas pour les opposants de manière générale, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes. Donc, les jeunes, évidemment, ont encore moins de chances que les vieux. Mais de toute façon, lorsque vous n'avez pas d'opposition, vous n'avez pas d'inclusion dans le processus politique, il n'y a pas de miracle à attendre de ce point de vue-là. Le deuxième contexte, je disais, c'est le contexte économique. J'ai participé à une discussion avec des acteurs politiques au Sahel, des partis politiques, et qui expliquent clairement que même au sein des partis, pour avoir accès, par exemple, à la possibilité d'être candidat à des législatives ou à n'importe quelle élection, pour que le parti vous choisisse, il faut de l'argent. Il faut pouvoir peser à l'intérieur du parti et notamment peser financièrement. Le problème avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, en tout cas par rapport à ceux qui sont plus âgés. Et évidemment, ils ont passé moins de temps, ils ont eu moins de temps d'accumulation matérielle et donc forcément, ils sont aussi marginalisés à l'intérieur des appareils politiques parce qu'ils ne pèsent pas financièrement. Donc cet élément financier nous montre à nouveau à quel point la manière dont on fonctionne politiquement est déterminante pour la possibilité d'accroître la participation des jeunes. Si on ne régule pas le financement des partis politiques, le rôle de l'argent dans la politique, évidemment, on va avoir aussi du mal à favoriser la participation politique
des jeunes. Le troisième élément et le dernier, c'est le contexte socio-culturel de nos pays africains. Et là, je dirais, il y a un élément important, c'est qu'on est culturellement encore dans la survalorisation de l'âge et de l'expérience qui va avec. L'expérience est importante, mais évidemment, il ne faut pas la survaloriser par rapport à tout le reste. Et donc, lorsqu'on la survalorise, cela étant lié quand même à cette culture de l'aîné, où on pense que le respect de l'aîné, ça veut dire nécessairement la marginalisation des jeunes. On peut respecter les aînés tout en concédant que on n'a pas besoin seulement des gens d'expérience, on a aussi besoin de gens qui renouvellent les choses, et c'est les jeunes qui ont par contre la créativité. Et c'est l'expérience plus la créativité qui vous donne les possibilités de faire des changements en les maîtrisant, en combinant ce qu'apporte l'expérience et ce qu'apporte à nouveau le dynamisme et la modernisation que les jeunes peuvent incarner. Et ce contexte socio-culturel, ça veut dire aussi l'importance des réseaux. C'est très clair que les réseaux jouent un rôle fondamental, et y compris dans la recherche d'emploi, on le sait, en Afrique, plus qu'ailleurs, avoir du réseau est fondamental. Donc aussi, dans la société, lorsqu'on valorise les réseaux, on valorise de fait les personnes qui sont plus âgées, parce qu'ils ont eu plus d'années pour se faire des réseaux plus importants. Les jeunes, évidemment, ont moins de réseaux que les plus âgés, et ça veut dire que là encore, vous avez un contexte socio-culturel qui finalement va défavoriser les jeunes dans la possibilité pour eux d'être soit à la table des décideurs, soit à côté de la table des décideurs, ou au moins d'être là où les décisions sont discutées. Je vais m'arrêter là pour l'instant. L'idée, à nouveau, c'était de structurer un peu la conversation de manière à faire apparaître peut-être des déterminants qui me semblent être institutionnels aussi pour cette participation des jeunes. Et je crois que des initiatives de jeunes sont intéressantes, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Si on veut vraiment du changement, il faut bien voir que les pratiques politiques et économiques de nos sociétés doivent changer si on veut qu'il y ait du changement réel dans la manière dont nos pays sont gouvernés et dans la place que les jeunes jouent dans ces appareils de décision. Je vous remercie et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Dr. Gilles Liabi, pour votre riche intervention. Donc, évidemment, vous avez répondu à beaucoup de nos attentes et il y a des questions qui, dans le chat, pourraient venir dans la seconde partie auxquelles vous pourrez répondre, donc des questions des participants. Nous allons écouter Christelle Menaro du Bénin. Christelle qui, avec son parcours de jeune militante en politique au Bénin, Madame Christelle Menaro, qui voudra bien intervenir à l'instant sur la question de la rupture, parce que on a évidemment constaté que la jeunesse africaine n'a plus confiance aux élites, n'a plus véritablement confiance à nos dirigeants, encore moins aux institutions. Et on sait tous que ce sont les hommes qui font les institutions, donc quand on n'a pas confiance aux hommes, finalement on n'a pas confiance aux institutions. Et elle voudra bien partager avec nous quels sont les obstacles en fait qui font que les jeunes ne s'y intéressent pas. Et pour finir, évoquer certains autres aspects et partager aussi avant de partir quelques approches de solutions qui, selon elle et de son expérience, pourraient favoriser l'émergence des jeunes, tant au sein des partis politiques qu'au sein de la société civile. Christelle Menaro. Bonsoir à tout le monde, bonsoir le modérateur, bonsoir Fatou et bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Le thème, c'est l'implication des jeunes dans les politiques publiques. Déjà, comme Fatou l'a déjà introduit, les politiques publiques, c'est déjà l'ensemble des mesures que l'on prend pour répondre à un besoin ou à un problème de société. Et c'est fait par une autorité investie du pouvoir public. Et pour pouvoir s'impliquer en ce qui concerne les politiques publiques, il faut déjà un engagement, que votre engagement soit politique ou civique. Ça permet soit de pouvoir être en poste politique et agir, ou soit de pouvoir être dans la société civile et faire des revendications. Pour ma part, il s'agira essentiellement de la société politique, parce que pour moi, être en politique, c'est avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Puisque en politique, dès que vous avez la volonté politique, vous êtes capable de faire beaucoup de changements. Alors,
Le problème avec l'engagement et l'implication des jeunes en politique, ça part déjà du fait qu'on est dans une société où on a été habitué à voir que des personnes d'un certain âge prennent des décisions. C'est-à-dire que les jeunes sont d'abord confrontés à une certaine infantilisation lorsque ils se permettent de porter leur voix, de parler, de conseiller, ou de donner leur opinion, de dire leur façon de voir les choses. Quand les jeunes ont envie d'exprimer, on leur oppose directement leur âge, c'est-à-dire tu es jeune, tu n'as encore rien vu, tu n'as pas de l'expérience et tout. Donc, ça décourage beaucoup de personnes. Au-delà de cela, il y a notre environnement politique en Afrique qui, tout le monde le sait, est essentiellement basé sur le pouvoir financier. La plupart des jeunes n'ont pas les moyens de faire de la politique. C'est pas comme dans les pays où la démocratie est pas faite, où les partis politiques sont financés et puis on ne demande pas une grande contribution aux participants. Donc, ça fait que en tant que jeune, vous sortez des universités où vous êtes encore étudiant et puis vous avez envie de faire des apports, mais vous vous retrouvez dos au mur parce que peu importe ce que vous avez envie de dire, peu importe la pertinence de vos idées, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ce sont les copartisans qui sont plus âgés et qui ont également plus de moyens que vous, qui sont plus écoutés. Ajouté à cela, il y a également le désir pour le jeune Africain de s'accomplir, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir une vie pour vous, vous avez envie de vous réaliser vous-même. Lorsque vous vous retrouvez dans un milieu politique, on vous empêche de vous exprimer. Dans un milieu politique où même vos avis et vos positions politiques peuvent faire qu'on vous refuse un contrat, ou on rend votre contrat, ou on peut vous radier de votre boulot, on est beaucoup plus, on est dans l'impasse en fait. On se demande, est-ce que ça vaut la peine de me mêler d'une affaire qui nous concerne tous et avoir des répercussions alors que tout ce que je veux à la base, c'est contribuer. Lorsque vous vous retrouvez avec des dirigeants politiques dans le dos, des menaces d'emprisonnement ou des menaces de tout genre parce que vous avez une opinion contraire, à la fin, vous vous rendez compte que les gens de votre âge, ils évoluent normalement, ils n'ont pas de contraintes, personne ne leur fait la guerre et vous vous demandez à un certain âge, on a envie d'être posé, on a envie d'avoir sa vie, on a envie de ne pas être tout le temps dans des situations compliquées. Et pire encore, c'est la pression de les personnes qui sont proches à vous. Ils ne le font pas forcément pour vous nuire, mais c'est des gens qui vont vous dire tout le temps, mais pourquoi est-ce que tu veux t'engager politiquement? Pourquoi est-ce que tu vas chercher des histoires? Parce que dans nos pays, s'engager politiquement, avoir une opinion politique, c'est se chercher des histoires tout simplement. Ça fait que beaucoup de jeunes sont contraints de se retracter sur eux-mêmes. Et de nos jours, avant, on avait dans la plupart des pays, c'était beaucoup plus flexible lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un régime, de faire des mouvements d'humeur, de faire des marches, de revendiquer ce que vous voulez. Mais de nos jours, c'est de plus en plus compliqué. Alors, les jeunes ont peut-être trouvé la parodie des réseaux sociaux à travers les hashtags, les pétitions qui leur permettent quelquefois de revendiquer. Mais en opposition, on a également la possibilité pour les dirigeants de couper Internet, de les priver des moyens de communication, par exemple, d'aller jusqu'à leur mettre des procès dans le dos parce que, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Bénin aujourd'hui, on sait ce que c'est que le code du numérique et on sait ce que ça peut coûter une simple opinion qu'un citoyen donne. Alors qu'auparavant, on a été habitué un peu à dire ce qu'on pense et à le dire de la manière dont on peut le dire. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que les jeunes aujourd'hui ont du mal vraiment à s'engager politiquement. Autant aussi dans la société civile. Ceux qui s'engagent aussi dans la société civile ne sont pas épargnés du tout. Donc, l'autre problème, évidemment, c'est
avant de commencer à s'engager en politique, ce qu'on sait, c'est qu'on a atteint un certain âge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être fini les études et on se rend compte qu'il y a de petits problèmes auxquels on veut apporter des solutions. Mais à un moment donné, on se rend compte que non, il faut qu'on passe à autre chose parce que qu'on soit dans la fonction publique ou qu'on soit avec un recruteur privé, ou bien même parfois, même quand on est entrepreneur, on peut avoir des taxes dans le dos, on peut avoir des redressements fiscaux à n'en point finir. C'est un certain nombre de choses qui font que les jeunes, ils ont vraiment du mal à s'engager en politique. Mais n'empêche, on peut quand même s'encourager avec quelques cas qui nous permettent de dire quand même que les jeunes n'ont pas, ils n'ont pas du tout l'intention de se retirer. Et je voudrais donner l'exemple, par exemple, de plusieurs activités de jeunes cette année qui m'a particulièrement marqué au cours de la pandémie. Il y a l'initiative Classe 19 que des jeunes béninois ont organisé pendant cette pandémie-là. Ils ont estimé que les élèves étant contraints de rester chez eux auront beaucoup de difficultés à étudier. Et connaissant le pays et sachant qu'on a beaucoup de problèmes de connexion, ils ont produit des cours sur des DVD qui sont largement partagés avec l'apport de généreux donateurs qui les ont aidés à reproduire cela. Le dernier exemple aussi que j'ai bien envie de donner, c'est la mobilisation autour du paiement des dettes de quelques malades dans nos hôpitaux publics. Et ça, c'est une ONG qui l'a fait. Ce qui nous a surpris tous à la fin, c'est que après que en pleine sensibilisation et puis pendant qu'on faisait les mobilisations pour qu'on puisse avoir les moyens de libérer les populations n'ayant pas les moyens de payer leurs factures pour qu'ils puissent aller fêter calmement. Le gouvernement a réagi en apprenant sur les réseaux sociaux qu'une ONG dirigée par, dont la présidente est Madame Marielle Akwete, est en train de mener un tel mouvement. Et l'action politique que cela a engendré, c'est que le gouvernement a pris sur lui la décision de payer toutes les factures, ce qui n'était forcément pas dans les codes de l'ONG. Ça, c'est une forme d'implication de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on n'est forcément pas allé directement par des revendications, mais on a commencé à travailler et d'une façon, le gouvernement a senti la pression et s'est senti obligé d'adopter une politique publique qui consistait quand même à assister ces personnes indigènes là, qui n'avaient pas les moyens de leurs soins. Ce que moi je propose en général comme solution, c'est de travailler à une forte, je sais pas, formation ou à l'obtention d'un programme de formation des jeunes. Parce que militer, ça s'apprend. On ne se réveille pas un jour pour se découvrir des talents de militants. Il faut travailler le militantisme. C'est en principe le rôle des partis politiques. Mais comme nous savons que nous avons chez nous des partis politiques qui ne s'en préoccupent guère, c'est quelque chose qu'il faut notamment susciter. Parce que si les gens ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne, aux premiers obstacles, on est découragé. C'est-à-dire, vous venez naïvement en politique avec des idées, vous avez envie qu'on fasse telle chose de telle façon pour que ça change. Mais vous vous rendez compte même que parfois, des personnes sur qui vous êtes censé compter pour accompagner vos idées s'opposent parce qu'ils ont simplement des intérêts personnels. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Quand vous vous découragez, vous vous dites, si c'est ça, moi, je ne m'y implique plus, mais ils prennent de l'avance. Et qu'on le veuille ou pas, on finit par avoir les répercussions sur soi-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, les décisions politiques nous impactent. Que ce soit, et en tant que jeune, quand on parle aujourd'hui du chômage, ça dépend notamment de la politique de travail. Quand on parle de nos problèmes sanitaires, ça dépend de la politique publique concernant la santé. Et quand on parle du pouvoir d'achat ou du marché sur lequel on essaye de vendre nos produits en tant qu'entrepreneur, ça dépend de la politique concernant le marché et tout. Donc,
il faut travailler à ce que les jeunes apprennent à avoir de la témérité, à avoir de la résistance, à pouvoir battre en brèche peut-être, à se replier sur eux-mêmes. Mais pendant ce temps-là, à apprendre à revenir en force, à garder leurs idées et à les défendre, à trouver les moyens de pouvoir réaliser leurs idées. En plus, aujourd'hui, on a notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens de pression tels que les pétitions et les hashtags. Au Bénin, je n'oublie pas le hashtag #TasPasMemo qui a vraiment fait effet lorsque on avait eu des taxes sur les mots qui étaient très élevées et qui ne permettaient pas aux Béninois de pouvoir avoir les moyens de se connecter justement parce que les opérateurs économiques ont augmenté les prix, parce que le gouvernement l'aurait d'une manière ou d'une autre décidé. Donc, l'autre chose aussi, c'est acquérir, il faut travailler à ce que les jeunes puissent acquérir des compétences propres. C'est-à-dire, lorsque vous savez faire quelque chose et que vous savez bien le faire, vous avez plus de facilité à défendre vos idées, vous avez plus de facilité à travailler sur vos idées, vous avez plus de facilité à représenter votre domaine et vous avez plus de facilité à vous imposer aux autres. C'est-à-dire, je suppose par exemple au Bénin, la plupart des personnes d'un certain âge, ils ne sont pas très habitués aux outils numériques. Ça fait que dans ce domaine, on ne peut pas se passer de la jeunesse aujourd'hui parce que ce sont les jeunes qui maîtrisent l'outil numérique, par exemple. Donc, il nous faut travailler les compétences, il nous faut encourager les jeunes à plus de militantisme et plus de jeunes viennent à militer, plus on a la possibilité de pouvoir nous imposer. Parce qu'il n'y a que le nombre qui puisse s'opposer à la force ou à la puissance. Voilà. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Christelle. Ton intervention qui dénote déjà de ton parcours et de tes expériences, tant au niveau d'un parti politique, mais aussi l'engagement citoyen, donc être au service de sa communauté. Et nous allons au Tchad maintenant. Le président des transformateurs du Tchad est avec nous, Dr Succès Masra. On a rappelé un peu le contexte aussi dans votre pays actuellement. Dans la présentation, au démarrage, dans votre profil, on sent bien que vous avez un parcours en tant que cadre, mais que vous avez démissionné pour rejoindre la politique. Les jeunes Africains sont intéressés de savoir qu'est-ce qui vous motive et quelle est l'idéologie derrière le parti politique, les transformateurs. Et dans votre parcours politique, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre pays et quelles sont pour vous les approches de solutions pour véritablement avoir plus de jeunes impliqués dans la politique au Tchad, mais en Afrique de manière générale. Merci, Dr Masra. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Nous vous entendons. D'accord. Je voudrais vraiment remercier tout le monde d'être là, d'avoir pris un peu de son temps pour m'écouter. Je voudrais saluer cette initiative. Je me sens bien dans la mesure où je suis avec des jeunes Africains qui veulent penser un meilleur avenir pour leur continent. Je me sens bien parce que je suis avec des amis de l'Afrique qui n'ont pas eu besoin d'être africains pour avoir un cœur qui bat pour l'Afrique. Et ça, parce que justement, l'humanité n'a pas de frontières, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'âge, n'a pas de genre. Et ça, c'est déjà un motif suffisant, mutuel, pour que je puisse me sentir ici avec vous à l'aise. En disant que je me sens bien, ce serait vous mentir si je ne vous disais pas que j'avais un pincement au cœur, parce que je suis à un endroit où je ne devrais pas normalement être. Je suis à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, contraint de m'y réfugier avec une dizaine de marcheurs pacifiques qui marchaient pour la
la justice, pour l'inclusion et pour l'alternance dans leur pays. C'est-à-dire ils exerçaient un droit qui est un droit universel, un droit qui est reconnu même au bébé. C'est-à-dire que quand vous avez fini de ramper, la première chose que vous faites, c'est vous marcher. Nous sommes donc dans un pays qui a eu 30 ans de démocratie, semble-t-il, avec un dirigeant qui est arrivé en prenant la liberté. Nous sommes dans un pays qui a un Tchadien à la tête de l'Union africaine. Nous sommes dans un pays dont le dirigeant, tiens, ça tombe bien d'ailleurs, le dirigeant a été choisi par ses pairs africains pour être l'ambassadeur de la jeunesse pour tout le continent africain. C'est le président actuel du Tchad, pour ceux qui ne le savent, qui a été choisi par les dirigeants africains pour être l'ambassadeur de la jeunesse africaine. Et le 6 février, où nous avons été brutalisés, plus de 200 personnes ont été arrêtées dans tout le territoire national. C'est la plus grande marche pacifique, dénommée la marche du peuple, de l'histoire du Tchad, de par le nombre de personnes impliquées, de par le nombre de provinces, de par le nombre de quartiers, d'arrondissements, et même de par les interventions dans la diaspora. Le 6-là, le candidat tchadien a été réélu à l'Union africaine. Ce même jour, le président tchadien a voulu s'inscrire dans une démarche de 6e mandat. 6 mandats. Vous m'entendez bien? 6 mandats. Cumulé à 31 ans. Aujourd'hui, s'il ajoute le 6e, on va aller vers 37 ans. Et ce même jour-là, vous avez un peuple qui s'est mis debout à marcher pour dire nous voulons la justice, nous voulons l'inclusion, incluez-nous. Nous voulons la justice parce que nous détestons l'injustice. Nous voulons l'alternance parce que l'alternance est de l'oxygène à la démocratie. Et sur la même voie, sur la même avenue, ben, nous avons été violentés et lui, il a été adoubé pour aller pour un 6e mandat. Alors, c'est paradoxal. Et donc, mon intervention, c'est aussi ça a un avantage peut-être de ramener une sorte un peu de réalité du terrain à vous tous qui voulez vous engager en politique. C'est exactement parce qu'il y a ce que nous autres, nous sommes en train de subir aujourd'hui que vous avez encore paradoxalement le devoir de vous engager en politique. Alors, je vais commencer à dire ceci. Avec ma petite expérience que vous connaissez, j'ai fait le secteur privé, africain, international. J'ai fait l'international à travers les institutions de financement et de développement. J'ai créé des associations et des fondations. J'ai écrit des livres et j'ai créé des entreprises. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que le problème du continent africain, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes, je pense que c'est Fatou peut-être dans son intervention qui a dit tout à l'heure, nous sommes 1,2 milliard aujourd'hui, nous serons 2,4 milliards d'ici à 2050. Nous, un Africain sur 4 sera, en tout cas, une personne sur 4 sur la Terre d'ici 2050 sera un Africain. Avec le potentiel que nous avons, nous représentons 2% dans le commerce mondial, dans l'économie mondiale. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas une monnaie. C'est quoi? Ce n'est pas une langue. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas les ressources naturelles qui manquent. Le problème, mes chers petits frères et petites sœurs africaines qui m'écoutez, le problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership. Et plus précisément, de manque de leadership serviteur. La question m'a été posée sur quelle est la vision derrière les transformateurs. Et notre ambition, c'est justement d'installer un leadership serviteur à tous les échelons. À tous les échelons. Ce n'est pas seulement à la présidence de la République, ou au niveau des ministres, ou au niveau des gouverneurs, ou au niveau des directeurs des entreprises, à tous les échelons, du chef de village, du chef de canton, du sous-préfet, au président de la République, il faut des leaders serviteurs. Voilà le problème du continent africain. Et donc, je suis là pour dire à la jeunesse africaine, pour s'impliquer, j'ai failli même dire s'implication de la jeunesse africaine dans les politiques publiques. Je ne sais pas si ça existe, mais pour dire impliquer, ça veut dire peut-être vous impliquer. Non, n'attendez pas d'être impliqué. Il faut s'impliquer. Donc, s'il y avait un mot qui pouvait être s'implication de la jeunesse africaine, j'aurais volontiers pris ce mot-là. Pour vous dire justement, parce que tout ce qui est décrit là, brillamment par les orateurs qui sont passés avant moi, sur les diagnostics de la situation, je n'ai pratiquement rien à y ajouter en termes de diagnostic. Nous devons être des solutionnaires, passer du diagnostic aux solutions. D'où d'ailleurs aussi l'idée derrière transformateur. Parce que pour transformer, il faut diagnostiquer, il ne faut pas s'opposer. Il faut diagnostiquer comme un médecin.
et on dit, tiens, la température est à 40 degrés, comme ça vient d'être décrit, et ensuite, comment on passe de 40 degrés à 37 degrés? Je crois que les uns et les autres ont esquissé des pistes de solutions. Donc, je voudrais vous encourager à ce genre d'initiatives qui sont orientées solutions. Et ça, c'est suffisamment important. Donc, le problème du continent africain, c'est un problème de manque de leadership serviteur. Donc, il faut installer des leaders serviteurs. Dans le leadership serviteur, il y a service. Et pour servir, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de parler une certaine langue. On n'a pas besoin d'avoir un certain âge. Pour servir, on a besoin non pas de savoir prier d'une certaine manière ou d'adorer tel Dieu. Non, pour servir, il faut servir. Et c'est en cela que d'ailleurs, chacun des Africains qui m'écoutez, vous pouvez être des dirigeants, des leaders. Parce que la véritable essence du leadership, c'est servir. Vous devez servir vos pays, servir votre continent, servir l'humanité. Et donc, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir en sachant que tout jeune est un futur vieux. Et donc, il faut l'intelligence collective et ce que j'appelle le dialogue intergénérationnel intelligent. Prenez le pouvoir en sachant que tout jeune n'est pas mature et tout vieux n'est pas un sage. Oui, on a parfois enfermé les Africains dans des considérations qui ont valorisé la gérontocratie plutôt que la sagesse réelle et la compétence. Et oui, au Tchad, je peux en parler abondamment parce que le gouvernement a dit à la population tchadienne que 80% de sa population qui est âgée de moins de 40 ans est constituée d'immatures. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous dire, donc, on ne parle pas d'idées, on ne parle pas de propositions, on parle d'âge. Et quand quelqu'un vous parle d'âge, en vous opposant la jeunesse de votre âge, par exemple, ça veut dire qu'il peut vous opposer votre genre, pour les femmes qui m'écoutaient. Ça veut dire qu'il peut vous opposer votre couleur de peau. Vous savez, toutes les barbaries du monde, les pires barbaries que le monde a subies, ont été basées sur la biologie. L'âge, c'est de la biologie. La couleur de peau, c'est de la biologie, etc. Le genre, c'est la biologie. Vous voyez, on a voulu exterminer les Juifs à cause de, voilà, une sorte un peu d'hypothèse de ce qu'ils représentent. On a voulu cantonner les Noirs à être des citoyens de seconde zone dans un certain nombre de pays. On a voulu créer l'apartheid, la discrimination, etc. Toutes ces choses ont été basées sur la biologie. Donc, jeunesse africaine, ne vous laissez pas emprisonner, enfermés dans des considérations basées sur la gérontocratie. Balayez-les tous ceux qui veulent vous opposer, parce que de la même manière que vous avez le devoir de balayer ceux qui vous opposent le genre, qui vous opposent votre couleur de peau, vous avez la même énergie, c'est la même énergie qu'il faut dégager pour balayer ceux qui vous opposent votre âge. Donc prenez le pouvoir en sachant aussi que votre responsabilité est double. Et ça, c'est fondamental. Votre responsabilité à vous, les jeunes Africains, elle est double. Vous devez à la fois résoudre les problèmes que la génération qui vous précède a laissés. Il nous laisse une ardoise, parce que si nous sommes à 2% de part dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale, malgré notre population, ça montre bien que ceux qui nous ont précédés ont quelque part pas réussi totalement. Et dire ça, ce n'est pas avoir de la condescendance ou avoir de manque de respect pour les aînés, mais c'est une réalité. Peu importe l'explication, c'est une réalité, elle est là. Et donc, ça veut dire que vous, les générations actuelles, qui m'entendez là, qui vous organisez ce genre d'initiatives, votre responsabilité, c'est à la fois de mettre au propre ce qui a été mis au brouillon dans de nombreux pays africains aujourd'hui et qui fait que nous sommes dans la situation où nous sommes. Et ensuite, votre deuxième niveau de responsabilité, c'est vis-à-vis de ceux qui viendront derrière vous. Parce qu'eux, ils n'auront pas le temps de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Non. Quand ils viendront, ils vous verront, vous. Vous allez leur dire que non. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire quoi? Donc, ils vont vous demander des comptes parce que vous étiez là avant eux et ils ont raison et ils auront raison. Donc, les jeunes générations africaines, vous devez travailler 2 fois plus que l'ancienne génération parce que vous êtes donc dans une sorte un peu de situation charnière entre 2 mondes, l'ancien monde et le monde qui est en train de venir. Et vous, votre responsabilité, c'est de pouvoir résoudre les deux. Donc, prenez le pouvoir en sachant cela. Ensuite, enfin, j'allais dire, prenez le pouvoir en sachant que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Dans un monde où on vous opposera les impossibilités, et cette citation n'est pas la mienne, elle est celle d'un homme devenu patrimoine de l'universel aujourd'hui, qui s'est battu contre les politiques biologiques, justement, basées à l'époque sur la couleur de peau, etc. C'est là. D'accord, qu'on a qualifié d'ailleurs de terroristes à travers le monde. Croyez-moi. Donc, ça vous montre aussi toutes les chancelleries du monde
Jusqu'en 2008, le nom de Mandela figurait parmi les noms de terroristes, hein, au même titre que tous ceux qui sont en train de détruire le monde aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a dit, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Je voudrais que ce soir, vous qui m'écoutez, ayez à l'esprit que vous ne devez pas vous inscrire dans le monde des impossibilités. Face au monde des impossibilités, opposez le monde des possibilités. Face au monde de diagnostic, opposez le monde de transformation possible. Et ça, c'est fondamental. Et c'est à l'aune de cela que nous allons pouvoir, j'allais dire collectivement, avoir des résultats. Alors, nous allons continuer. À présent, nous allons écouter Dr. Cheikh Tidiane Dey depuis le Sénégal. Dr. Tidiane. Oui, bonsoir José. Bonsoir, c'est un plaisir de... Chers participants à ce webinaire, je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'invitation. Je m'en réjouis beaucoup. Je suis heureux d'être dans cette conversation avec GIAF Jeunesse, GIAF Jeune, GIAF Junior, et féliciter aussi mon ami Pascal pour tous les efforts qu'il a consentis pour rendre ceci possible. Je suis membre de ce groupe, donc c'est mon devoir d'être là, donc je n'ai pas fait d'effort plus que de normal pour être là. C'est un plaisir. Et je voudrais, à la suite de tous ceux qui m'ont précédé dans ces discussions, m'aligner sur les réflexions qu'ils ont faites, la plupart étant de très bonnes réflexions, de Fatou au dernier de notre collègue qui a parlé du Tchad. Nous soutenons dans ces épreuves puisque vous êtes dans un espace d'un pays étranger pour des raisons liées à votre engagement politique. Sachez que nous vous encourageons et nous nous tenons à vos côtés pour que vous soyez en mesure de poursuivre votre combat. Et je crois que rien que ce message, plus tous les autres messages, révèlent toute la difficulté que sur le continent africain, on a encore dans cette marche vers une véritable démocratie qui donnerait de l'espace de vie à la jeunesse et qui permettrait à cette frange importante de la société, de la population de manière générale, de pouvoir s'exprimer et être un moteur de transformation. L'un des problèmes que rencontre la jeunesse africaine, c'est que dans beaucoup de pays, malheureusement, jusqu'au moment où nous nous parlons, la jeunesse n'est pas encore tout à fait vue, ou en tout cas de la façon dont elle devait être perçue, comme une force utile au peuple, mais elle est vue souvent par les décideurs ou chez certains gouvernements comme une sorte comme un problème, on va dire, puisqu'on associe toujours jeunesse soit à l'immigration, problème de chômage, problème de manifestation, les crises universitaires, si elle n'est pas seulement considérée lorsqu'elle est engagée dans les partis. Malheureusement, en général, jusqu'ici, à part quelques exemples positifs qui commencent à émerger, souvent une partie de la jeunesse engagée dans les partis, toujours dans le sillage ou dans le quota ou sous le parapluie de quelques leaders qui les utilisaient aussi comme, on va dire, des jeunes qu'on envoie sur le front à faire les manifestations, brûler les pneus, et que lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est d'autres qui récoltent les bénéfices. C'est encore cette conception de la jeunesse qui est perçue dans de nombreux pays et qui ne permet pas justement de valoriser cette frange de la société. Mais à vrai dire, lorsqu'on s'arrête à ce niveau-là également, on ne voit pas toutes les transformations. Et moi, je voudrais dépasser le constat simple qui consiste à dire il y a beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse pour voir d'un autre côté ce qui est en train d'émerger, cette petite forêt qui pousse et qui est encore dans de nombreux cas pas très perceptible, mais qui est réelle. Il y a tout juste quelques jours, un groupe de jeunes sont passés me voir ici au Sénégal, des jeunes issus de différents partis politiques qui ont bénéficié d'une formation dans plusieurs pays africains. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu l'idée de se constituer en groupe et de porter un plaidoyer. Et ce qui m'a intéressé dans le projet qu'ils m'ont présenté, c'est qu'ils sont en train de lever un plaidoyer pour des changements législatifs qui permettraient d'incorporer 30% de jeunes dans toutes les listes électives lors des élections, que ce soit au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas pour les femmes au Sénégal qui ont acquis la parité intégrale dans les élections. Les jeunes sont en train de porter ce projet. Lorsque j'ai vu cette initiative, je leur ai dit, voilà en fait la voie à suivre. C'est d'avoir, et c'est cela que je vois comme piste
initiative que devrait porter cette jeunesse lorsqu'elle aura fini de prendre conscience de sa force, c'est d'être une force de proposition. C'est-à-dire cette prise de conscience, c'est le premier élément de transformation que cette jeunesse devrait adopter comme posture actuelle, comme comportement. De prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités, de prendre conscience, comme l'a dit l'un des intervenants, il ne s'agit pas, je crois que c'était Gilles, il ne s'agit pas d'attendre qu'on lui ouvre la porte, il s'agit de se rendre, disons, de se positionner comme acteur, comme responsable et d'exiger conformément aux lois et règlements, puisque, comme vous l'avez dit, dans la Charte africaine sur la jeunesse, comme d'autres aussi initiatives au niveau politique national ou régional, vous voyez une panoplie de textes, de cadres juridiques et autres qui donnent de l'espace. C'est écrit, c'est dans la théorie, à la jeunesse qui leur dit, vous avez le droit d'être là, il faut que vous soyez là. Mais alors, pour être là, encore faut-il que cette jeunesse ait conscience de l'existence de ces textes, d'où, après la prise de conscience de son rôle politique et de sa force lorsqu'elle est ensemble, c'est aussi de pouvoir développer ses compétences. Ça aussi, c'est extrêmement important que des jeunes comme vous, José, et comme beaucoup d'autres, comme Fatou et d'autres, qui ont bénéficié de cette ouverture, d'une ouverture d'esprit qu'ils ont pu accumuler à la faveur de la rencontre avec d'autres acteurs dans des contextes sociaux différents, puissent aussi aider d'autres jeunes dans leurs différents pays et dans les sous-régions, de les aider à grandir sur le plan de la conscience politique et citoyenne afin de pouvoir s'engager. Donc, prise de conscience est une première étape. Deuxième étape, c'est le renforcement de ses compétences et de la connaissance, puisque cette jeunesse ne sera respectée et valorisée que lorsqu'elle pourra justifier d'une expertise, d'une responsabilité et d'une connaissance relativement fine dans certains domaines. Moi, je leur dis tout le temps, lorsqu'on parle de certaines choses, oui, nous qui sommes plus jeunes du tout, on peut faire avancer ou faire valoir un certain nombre d'expériences, mais dans certains domaines liés aux nouvelles technologies, à tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les autres, comme le disait l'un de mes prédécesseurs, qui vieillesse ne veut pas toujours dire sagesse. Il y a des jeunes, certainement, si on évalue leur niveau de connaissance, qui sont beaucoup plus sages, possédant beaucoup plus de connaissances dans une panoplie de domaines, etc. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'il faudra mettre dans ce cadre que les jeunes doivent mettre en place et porter pour pouvoir avancer et ouvrir, décloisonner les espaces afin d'y rentrer et défendre leurs intérêts. Alors, troisième élément qui me paraît important, c'est aussi la coopération entre les jeunes, c'est-à-dire, quelles que soient vos capacités et vos compétences et votre niveau de prise de conscience, si vous agissez seul, vous ne pourrez probablement pas aller loin. Et le fait de travailler ensemble et de collaborer et de créer des synergies entre jeunesse, et c'est ça qui vous permet aussi, comme vous le faites avec GIAF Junior, comme le font d'ailleurs aussi beaucoup dans certains pays, qui permet de créer une masse critique de jeunes qui ont conscience des intérêts de la jeunesse, mais aussi des intérêts du pays, parce que ces jeunes devront être les moteurs de la transformation, que vous pourrez aussi arriver à changer beaucoup de choses. Alors, ce qu'on peut utiliser comme, je vais en terminer à cela, en attendant probablement les discussions, pour montrer toujours ce caractère positif, c'est que si vous regardez ces 10 dernières années en Afrique, en commençant probablement par ce qu'on appelait les printemps arabes, notamment en Tunisie, au Maghreb, et d'autres mouvements au Sénégal avec Y'en a marre en 2011 ou 2012, avec ce qui s'est passé aussi après au Burkina Faso avec la révolte, ensuite après au Mali, etc. Vous voyez que malgré les contextes difficiles, malgré cette sorte de chape de plomb qui existe toujours, les jeunes arrivent, lorsqu'ils arrivent à se mobiliser, à trouver des espaces d'expression et à bousculer un peu plus loin les frontières qui leur étaient imposées pour créer des conditions de transformation. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a transformation, cette transformation est récupérée après, retournée, et on voit une reproduction du même système, et finalement les jeunes n'en tirent pas toujours profit. Mais je leur dis souvent, il ne faut pas baisser les bras, même si après une révolution, qu'elle soit relativement forte ou qu'elle soit juste une révolution citoyenne qui a permis des élections de se passer avec des changements de régime, même si le système se reproduit, sachez que vous en êtes des acteurs et ça vous offre plus d'espace pour continuer votre combat. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier ou ne pas voir cette lame de fond d'une jeunesse africaine qui prend de plus en plus conscience, qui émerge et qu'on voit aujourd'hui dans tous les secteurs, dans la sphère politique, on en voit de plus en plus qui émergent avec difficulté. Vous avez vu récemment
les élections en Ouganda, comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé malheureusement. Mais au moins, ce qu'il faut voir de positif, c'est au moins qu'un jeune ait été présent à ce niveau face à quelqu'un d'autre et qu'il ait poussé un tout peu la frontière. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi au Sénégal, malgré les difficultés de notre quotidien actuel, il y a aussi cette lame de fond d'une jeunesse qui est en train de pousser à l'ouverture et au décloisonnement des espaces. Donc c'est cela que je voulais simplement dire comme message, de dire que la route sera encore longue, elle sera parsemée d'embûches, mais évidemment, je suis persuadé que c'est cette jeunesse-là et celle qui va suivre qui seront les principaux moteurs de la transformation. Parce que l'Afrique, il y a des changements de fond. Je suis bien placé pour le savoir parce que très impliqué dans certains espaces au niveau régional, je ne parle même pas du niveau national, et je vois à chaque fois comment des jeunes, des catégories qui jusqu'ici ne prenaient pas forcément la parole, comment elles commencent à rentrer dans le jeu et dans les espaces et à pouvoir dire aussi leur message, participer à l'écriture d'un nouveau narratif et se faire prendre plus au sérieux par les décideurs parce que ces derniers, comprenant de plus en plus qu'ils ne peuvent pas aller loin sans leur donner toute leur place, puisqu'après, sinon, c'est beaucoup de problèmes qu'ils rencontreraient. Donc voilà ce que je voulais seulement rajouter à ce qui a été déjà brillamment dit par tous mes prédécesseurs. C'est juste quelques éléments supplémentaires dans le débat. Et puis, lorsqu'on ira dans les discussions, on pourra y revenir plus amplement, puisque le temps nous est un peu compté. Merci. Merci beaucoup, Dr. Tidiane, pour votre brillante intervention aussi. Eh bien, comme vous le constatez, nous avons été beaucoup enrichis ce soir sur cette thématique-là, donc ces questions qui font réfléchir la jeunesse. Nous avons en même temps eu des pistes de solutions aussi. Et pendant que les panélistes étaient en train d'intervenir, il y a eu beaucoup de questions adressées aux intervenants. Donc, comme vous le savez, les GIA Junior, c'est une équipe. Fatou Cissé. Oui, José, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous les intervenants pour ces réflexions très enrichissantes. Et je pense que ce soir, on a tous gagné à avoir appris beaucoup de connaissances là-dessus. Alors, la règle du jeu, c'est que je vais je vais être l'intermédiaire, étant donné qu'on est sur une course contre la montre de celles et ceux qui ont pu poser les questions sur le chat. Et la première salve de questions s'adresse notamment à Christelle Medao. Alors, il y a deux, trois questions qui ont été remontées par Ahmed Diallo, qui est doctorant à l'UGB de Saint-Louis, de l'Université Saint-Louis du Sénégal, et qui est également assistant du coordonnateur du Youth Initiative for Learn in Africa. Alors, sa première question, il établit un constat en disant que, étant donné la marginalisation des jeunes, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Il a pu donner l'exemple des jeunes impliqués au Bénin dans le cadre de la gouvernance foncière, ce qui n'est pas forcément le cas dans son pays, là où il est au Sénégal, mais également comment le manque de formation et d'information des jeunes est-il un obstacle à leur engagement politique ou économique. Donc, Christelle, je vous accorde peut-être ces trois questions. Vous avez entre 1 et 2 minutes peut-être pour tenter d'apporter une réponse un petit peu à ces différentes réflexions. Merci. Merci beaucoup. La première question, c'est que faire face à la marginalisation de la jeunesse? Ce que je peux dire, c'est que n'oublions surtout pas ce dont on discute, c'est le fait de provoquer une révolution au niveau de la jeunesse, c'est-à-dire avoir plus de jeunes au niveau des partis politiques, des instances de décision surtout. Donc, comme toute révolution, ça va être un processus qui sera long, il faut le retenir. Donc, si nous attendons d'avoir des résultats sur le champ et en même temps, on risque de vite se décourager, avoir le sentiment qu'il n'y a pas de progrès. Alors que non, il y a de progrès. Et ces derniers temps, moi, je constate que le fait que les dirigeants soient de plus en plus perturbés, de plus en plus violents, c'est déjà un signe de ce qu'ils sentent la menace venir. Alors, il faut conclure que s'ils sentent la menace, c'est parce qu'effectivement, il y a de quoi
craindre les jeunes. Il faut, à mon sens, pour la jeunesse, avoir de la témérité, il faut avoir de la résistance. Ça va être lent, ça va être long, ça va être douloureux. Mais il ne faut pas lâcher parce que nous sommes une génération charnière. Après nous, d'autres générations vont prendre la relève. Donc, même si aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à avoir des résultats, moi je dis aux jeunes de tenir ferme parce que, qu'ils le veuillent ou non, le temps est en notre faveur. Ils finiront par passer la main parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc, il y a de quoi avoir le courage, avoir beaucoup plus d'engagement, avoir de dévouement pour continuer la lutte. Quant à l'implication dans les politiques publiques foncières, comme il a dit, est-ce qu'au Bénin, les jeunes sont autant engagés? Je pense que pour la majorité des politiques, c'est difficile dans tous les secteurs, que ce soit économique, foncière ou sanitaire. C'est juste difficile pour les jeunes d'arriver à un certain niveau de décision. À moins qu'on n'ait vraiment pas alors la possibilité de faire avec les personnes d'un certain âge. C'est à ce moment-là qu'on trouve que le jeune qu'on connaît et qui est compétent peut le faire. C'est pour cela que j'insiste sur la question de la compétence. Parce que quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas de la compétence, le jour où on trouve le moyen de vous placer, en fait, vous représentez toute la jeunesse de votre pays et de l'Afrique en entier. Donc, quand vous ne faites pas bien, vous faites reculer le combat d'un pas parce que vous devenez l'exemple qu'on cite et qu'on oppose à ceux qui disent la jeunesse peut. Voilà. Ça sera tout pour le moment. Merci beaucoup, Christelle. En tout cas, j'espère que les réponses que vous avez pu apporter ont permis à Ahmed Diallo d'un peu plus avoir une idée là-dessus. Merci. Et bonjour. Donc là, c'est plutôt une question pour le docteur Succès Masra. C'est une question qui nous vient de Farouk Mintoiba. Et donc, ce serait, que faut-il faire lorsque dans un pays, lorsque les gens s'arrangent pour ne céder, même lorsqu'ils sont perdus? Et il prend l'exemple du Tchad, mais également l'exemple du Cameroun. Et donc, il demande des solutions concrètes à ce propos. Donc, docteur Succès Masra, si vous avez 2 minutes pour répondre. Je vous remercie. Nulle part, hein, que ce soit dans une entreprise, dans des associations, les places se donnent. Il faut frayer le chemin. Et je crois que l'intervention précédente de Christelle vient un peu illustrer le propos. Dans mon propos liminaire, j'étais revenu sur une conviction en réalité, qui pour moi m'anime chaque jour dans le combat que nous menons, c'est que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et ça, si vous avez ça dans la tête, dans le cœur, vous ne vous arrêtez pas. Donc, la détermination a à voir aussi avec la discipline. Et donc, j'en appelle à une sorte un peu de détermination qui est fondamentale. Moi, je théorise la chose en 4 étapes. La première étape, c'est le A, avoir conscience des situations de nos pays, avec toutes les difficultés que nous évoquons. B, c'est bouger, décider de bouger pour agir. Parce que vous pouvez avoir une conscience et vous décidez d'éteindre votre conscience et de ne pas bouger pour agir. Je demande donc à la jeunesse africaine de bouger pour agir, même si c'est difficile, de faire un peu sa part de colibri. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème, tous les animaux de la forêt disent au colibri, mais ce n'est pas avec ton petit bec là que tu peux éteindre le feu. Les lions, les éléphants, etc. sont restés là en train de regarder le colibri, mais le colibri leur répond en disant, je sais, mais je ne fais pas part. Donc, utilisez un peu cette sorte un peu de leçon du colibri et faites votre part de façon exigeante. Ensuite, la troisième et avant-dernière étape, c'est le C, la cohérence. Incarner ce que vous voulez de la société. D'accord? Vous voulez que votre pays se transforme. Commencez par vous transformer vous-même. Ça, c'est fondamental. Vous voulez un pays de travailleurs, commencez par être un bon travailleur. Vous voulez un pays exigeant, commencez par être exigeant avec vous-même. Vous voulez des dirigeants exigeants, devenez fake it until you make it. Donc, le défi de la cohérence, ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, la dernière étape, c'est la détermination. Parce que les 3 étapes, vous pouvez l'avoir, comme Mandela l'a eu. Mais s'il n'avait pas la discipline et la détermination, surtout la détermination qui est l'étape D, eh bien, il ne serait pas battu pendant 27 ans de prison, etc., pour ce en quoi il croyait. Et donc, voilà un peu, je dirais, allez, les 4 étapes
Il faut passer par ces 4 étapes-là, même si en face, c'est difficile. Et je vous renvoie pour aller plus loin à un livre que j'ai écrit, ça s'appelle « Les ABCD du leadership. Transformez-vous pour transformer votre société ». C'est disponible partout, vous pouvez en tout cas le lire. Et je crois que ça vous permettra peut-être d'aller plus loin. Comme je n'ai pas que 2 minutes pour y répondre, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Ahmed Diallo. Et cette fois-ci, je la poserai certainement à Gilles et Cher Tidiane, parce qu'elle me semble assez intéressante et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse y apporter quand même une réponse. Alors, Ahmed Diallo dit que la Charte africaine de la jeunesse donne des droits aux jeunes, mais est-ce que ces derniers sont-ils prêts et aptes à porter le flambeau? Donc, je ne sais pas si Gilles ou Cher Tidiane qui souhaitent commencer en premier. Oui, oui, effectivement, je suis là. Je dirais simplement deux mots là-dessus. Effectivement, lorsque au niveau continental, comme d'ailleurs au niveau régional, un certain nombre de cadres sont définis au niveau institutionnel ou des structures ou des initiatives de nature politique sont prises en faveur de la jeunesse, de la femme ou d'autres catégories. Souvent, c'est juste l'expression d'une volonté politique qui peut être suscitée par un ensemble de facteurs en amont, peut-être des manifestations, des plaidoyers ou simplement de constats des dirigeants à un moment donné pour voir qu'il est le moment est arrivé de définir et de mettre en place des cadres à la fois juridiques et politiques pour permettre à une catégorie de s'exprimer. C'est ce qui est arrivé avec cette charte africaine de la jeunesse et qui n'est finalement qu'un document cadre qui doit permettre de donner corps à cette volonté d'autonomiser la jeunesse et d'en faire un moteur de participation au développement. Et ce qu'ils ont rajouté aussitôt après à cela, c'est d'avoir fait de la décennie, par exemple, de 2009 à 2019, ce qu'ils ont appelé la décennie de la jeunesse pour le développement du continent africain, etc. Avec même une sorte de plan d'action qui a été mis en place. Mais effectivement, lorsque vous vous posez la question, comme vous l'avez fait, ce qui apparaît en filigrane, c'est est-ce que même ces initiatives qui ont été élaborées et mises en place pour la jeunesse sont connues des jeunes? Est-ce que la majorité des jeunes africains savent qu'il y a ce type de cadre dédié à la jeunesse? Est-ce que cette décennie 2009-2019 a été connue, perçue par la jeunesse africaine comme étant sa jeunesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le quotidien des jeunes venant justement de ces décisions et de ces initiatives? Et malheureusement, c'est souvent ça le grand problème au niveau du continent africain, à la fois au niveau continental, régional comme au niveau national, c'est que les prises de position et les initiatives ne sont pas toujours traduites en actes. Et lorsque c'est le cas, puisque ça fait partie malheureusement de ce système tel qu'il fonctionne avec ses blocages, avec ses imperfections, avec les volontés qui ne sont pas toujours traduites en effet, il appartient justement à la jeunesse de prendre, disons, de conscience et d'agir. Et c'est pourquoi j'ai donné des exemples tout à l'heure et je reviens justement sur le cas sénégalais parce que j'étais très proche de ces jeunes du mouvement Y en a marre à leur début lorsqu'ils ont lancé ce mouvement. Et quoi qu'on puisse en dire, ce sont des jeunes qui ont été une force de transformation sociale et politique très particulièrement entre 2011 et 2012 et ils sont encore restés dans l'espace politique et pas plus tard qu'aujourd'hui, ils sont encore sortis pour faire une conférence de presse et prendre des positions politiques pour un certain nombre de changements. Et c'est ça que je disais, à un moment donné, il faut sortir des chambres, sortir des salles d'université, sortir des maisons et des quartiers pour se positionner dans l'espace politique et citoyen et revendiquer de l'ouverture, etc. Donc c'est cela, je crois, à un moment donné, et c'est ça aussi le rôle que cette jeunesse qui a été à l'école, à l'université et autres, doit être une sorte de phare, de lumière pour une autre jeunesse qui probablement n'a pas encore cette prise de conscience. Donc c'est la jeunesse qui se forme, qui prend conscience, qui doit à son tour être l'éclaireur pour une autre frange, peut-être souvent plus nombreuse de jeunes, et comme ça, ils peuvent de fil en aiguille créer leur masse critique et pouvoir être des forces de transformation. L'idée, bien entendu, n'étant pas d'opposer la jeunesse aux adultes ou aux vieux, non. Il s'agit de faire en sorte que la jeunesse, après avoir pris conscience, se mobilise, se renforce
pour pouvoir s'arrimer, parce que c'est là ce qu'il s'agit. Il faut que la jeunesse puisse se voir comme une sorte de complément utile qui doit venir renforcer du travail qui est aussi fait par les aînés. Mais pour pouvoir le faire, il faut justement qu'elle ait cette prise de responsabilité. Donc, c'est un tout petit peu cela que je voulais dire. Mettre un cadre de politique, c'est bien, ça c'est le rôle des décideurs, mais lorsque ces cadres sont établis, ou même sans les cadres, les jeunes doivent quand même continuer à assumer et de pouvoir se voir eux-mêmes, je veux dire sortir de la boîte à penser, revendiquer leur droit à exister et à être dans l'espace politique pour être des acteurs de transformation. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Gilles, Yabi, vous souhaitez ajouter un complément à cette réponse? Allô, oui, vous m'entendez? Et dans la droite ligne, oui, docteur Gilles, en complément effectivement de l'intervention du docteur Tidiane, et si vous pouvez faire un relais aussi avec le rôle de la diaspora dans ce processus, le rôle de la diaspora africaine. Merci, docteur Gilles. Merci beaucoup. Alors, sur la diaspora, on verra si j'ai quelque chose à dire. Je voulais rebondir en tout cas sur la question d'Ahmed Diallo, parce que non seulement il a parlé de la charte africaine, mais avant cela, il avait aussi parlé du manque de formation et d'information des jeunes qui pouvait être un obstacle. Et je pense que ce sont des questions très, très importantes. D'abord, une charte, c'est un document. Hein. On n'a jamais vu un document qui change quoi que ce soit. C'est le fait de s'en saisir pour le mettre en œuvre qui peut changer les choses. Donc, il est très clair que le fait pour les jeunes de se saisir de tous les instruments à leur disposition pour faire du plaidoyer, pour pousser à des changements, c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats. Mais je pense qu'au-delà de l'information et de la formation, c'est l'analyse, l'importance des savoirs, l'importance de la connaissance des contextes dans lesquels on évolue et l'importance de la méthode. Dans tout ce qu'on discute, on a parlé de transformation tout à l'heure avec Success Mara, tous les changements qu'on veut, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des gens qui n'en veulent pas. Il faut être très clair, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils soient vieux ou pas d'ailleurs, ils veulent y rester. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que ça n'a rien de spécifiquement africain. La question, c'est donc, si on veut faire du changement, il faut le penser, il faut l'organiser. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment qu'on mette beaucoup plus l'accent aussi, au-delà de l'engagement, de la mobilisation, l'accent sur le développement de l'analyse, de la connaissance des contextes et une méthode pour comprendre que les changements, pour être efficaces, il faut penser tout de suite à tous ceux qui n'en veulent pas et s'organiser en coalition pour pouvoir contrer les adversaires à tout changement. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est l'intégrité. Là aussi, Success Mara a parlé de servir. Je crois que derrière, c'est l'intérêt général et derrière, c'est la question de l'intégrité. Et sur ça, je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Les vieux, on a des vieux voleurs, on a des jeunes voleurs. Ce n'est pas parce qu'on est jeune nécessairement qu'on est intègre. Et je crois que là aussi, il ne faut pas oublier qu'en Afrique centrale, par exemple, des présidents qui sont là depuis 30-40 ans, la plupart sont arrivés précisément jeunes au pouvoir, avec des idées souvent révolutionnaires, très positives, et souvent même des tickets d'intégrité. On a vu comment ça a évolué. Donc, je crois que là aussi, sur l'intégrité, il faut qu'on travaille, qu'on sache que c'est un travail de fond et que ça aussi, ça s'apprend. Le problème, c'est les systèmes éducatifs et nos systèmes éducatifs n'ont pas réussi à intégrer à la fois la formation au débat critique et à la curiosité intellectuelle, mais aussi la question de l'intégrité. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui pour tout changement collectif positif qu'on mette l'accent sur la culture de l'intégrité. La question sur la diaspora, je pense que, bien sûr, les jeunes de la diaspora sont très intéressés. On le voit, tous les webinaires qui sont organisés sur le continent africain, on a souvent une participation parfois même supérieure des gens de la diaspora par rapport à ceux qui sont sur le continent. Et je crois que c'est la jonction de ces forces qui fera justement le changement. Le problème, c'est qu'il faut l'organiser. Et le vrai défi que nous avons, c'est organiser cette énergie positive. Cheikh Tidiane l'a dit tout à l'heure, on voit des changements, on voit des jeunes qui se mobilisent, on voit beaucoup de jeunes, des entrepreneurs aujourd'hui qui ont envie, au-delà de gagner de l'argent, ont envie de servir leur société. C'est quelque chose qui est absolument fabuleux, mais comment est-ce qu'on l'organise pour que ça change fondamentalement les pratiques politiques? Je crois que c'est ça la vraie question et ça, on a besoin à la fois de mobilisation et à nouveau, on a besoin de connaissances.
Dr. Gilles, avant qu'on passe aux autres panélistes pour le mot de clôture. Merci beaucoup. Non, mot de la fin, à nouveau, déjà merci pour cette opportunité. Je dirais que là aussi, ce serait, c'est que Marc l'a dit tout à l'heure, hein, sur la citation de Mandela, rien n'est impossible et je crois jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Et je crois que cette citation veut tout dire sur la nécessité de croire à des changements et de s'organiser individuellement et collectivement pour que cela arrive. Je dois dire que trouver sa manière de contribuer me semble être le plus important. Moi, en créant Wati, ce que j'ai voulu faire, c'est créer une plateforme justement qui mette l'accent sur la connaissance, sur les savoirs, parce que je pense qu'il faut la jonction entre l'action sur le terrain, l'action des jeunes, mais aussi la possibilité de proposer des choses. Pour proposer des choses, il faut, je pense, comprendre les contextes nationaux, mais aussi internationaux et régionaux dans lesquels on opère. Et j'ai foi qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui est capable de trouver cette jonction. Donc, merci à nouveau pour cette opportunité, pour cet échange. Merci à vous pour le temps consacré aussi. Donc, nous faisons un tour au Bénin. Christelle Mézaro. Le micro, Christelle. Merci à tous, merci aux panélistes et merci à tous les participants. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que chaque jeune béninois ou africain retienne que le plus important, c'est de rester engagé. Et quand on est engagé, il faut apprendre de l'histoire. Parce que l'histoire nous donne très souvent le courage de savoir que ce n'est jamais facile. Et toute révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de témérité. Si vous n'êtes pas téméraire, vous ne pourrez rien changer. Parce que si c'était autant facile, on ne serait pas en train d'en discuter depuis des années déjà. Donc, il faut rester téméraire et il faut travailler sur des compétences. Parce qu'il faut forcément que le jour où on vous donne une petite chance de pouvoir représenter la jeunesse, que vous soyez un modèle qui puisse retentir à travers tous les horizons. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Donc, nous allons au Tchad avec le président des transformateurs, Dr. Masra. Quel serait votre mot pour conclure ce webinaire après votre intervention? Votre micro, oui, allez-y. Oui, merci, hein, merci à tout le monde. Et je voudrais simplement rappeler ceci à la jeunesse africaine. L'Afrique n'a pas besoin des diagnostiqueurs. L'Afrique a besoin des solutionneurs. Donc, faites un diagnostic si c'est nécessaire, mais allez vers les solutions. Toujours, toujours. L'Afrique n'a pas besoin des oppositions. L'Afrique a besoin des transformations. Donc, pour transformer, vous n'avez pas besoin de vous opposer. Vous avez besoin de diagnostiquer, de dire voici ce qui ne marche pas. Enfin, l'Afrique a besoin non pas de thermomètres qui constatent la température de comment ça ne va pas, mais a besoin de thermostats qui sont capables de dire comment on passe de 40 degrés à 37 degrés. Et donc, si vous avez ça dans votre cœur et dans votre esprit, alors entendez une autre voix qui dit « Il est toujours temps de faire ce qui est juste ». Oui, il n'y a pas de bon moment pour s'engager. Il est toujours le bon moment de s'engager. Et ne vous excusez pas, et n'ayez pas crainte, et ne vous auto-flagellez pas en disant « Oui, peut-être que j'aurais dû avant ». Non, il est toujours temps de faire ce qui est juste et il est toujours temps de s'engager pour le continent. Et c'est avec ça que je voudrais vous laisser, avec plein d'espérance, et aider, enfin, aider autour de vous. Nous devons construire à l'échelle du continent africain une sorte un peu de synergie. J'ai aimé le mot quand Pascal l'a dit tout à l'heure. À l'échelle du continent africain, ne vous cloisonnez pas. Le Bénin, le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Tchad, là, tout ça, ce sont des constructions de l'esprit. Nous avons une histoire en commun, nous avons un avenir en commun. Soyons capables de décloisonner, surtout dans ce 21e siècle, où on peut appartenir à tout et partout, et donc la diaspora aussi a un rôle particulier pour le continent africain, parce que la diaspora, c'est l'aile de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup, et puis avec grand plaisir pour les prochaines fois, le temps où je vais avoir l'occasion de sortir de là où je suis en tout cas. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses au Tchad et plein de succès aussi dans votre engagement politique.
Docteur Tidiane, quel serait votre mot? Oui, José, en fait, ce sera très court. C'est juste un mot de félicitations. Hein. C'est pour féliciter toi-même et tous tes collègues, ton équipe, Fatou, Christelle, et puis tous les autres qui ont aidé à mettre en place cette initiative, ce webinaire qui a été très bien mené. Je vous félicite pour les choix que vous avez faits sur les panélistes. Je veux aussi saluer et remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je vois que la liste était très riche en personnalités issues de différentes catégories socio-professionnelles et de différents secteurs d'activité. Et je crois que c'est cela qui peut permettre à GIAF Junior de grandir et d'aider utilement et d'être un acteur de premier plan dans GIAF tout court et donner justement corps à tout ce que nous venons de dire sur le rôle que la jeunesse doit jouer, cette prise de responsabilité que vous montrez vous-même à travers cette initiative, mais aussi ce courage d'entreprendre que doit avoir tous les jeunes pour pouvoir se lever, créer, Christelle a parlé de témérité, j'ai bien aimé ça. Je me limite à parler de courage, mais vous voyez que la jeunesse est déjà dans le concept de la témérité qui est encore plus fort. Voilà, savoir qu'il y aura des obstacles, mais il faudra les franchir pour avancer. Mais évidemment, l'Afrique de demain, je viens de le dire il y a quelques jours seulement dans un webinaire à quelques jeunes qui étaient avec nous lorsqu'on parlait de la zone de libre-échange continentale africaine, en disant que ce serait un moyen de transformation, un instrument de transformation structurelle du continent pour faciliter le commerce intra-africain, l'industrialisation et le reste. Et je leur ai dit que ceux qui l'ont négocié et signé, d'ici 5 à 10 ans, ils seront probablement plus là et que ce sont eux, jeunes, qui sont à l'antichambre, qui seront vraiment ceux qui mettront en œuvre la zone de libre-échange continentale et toutes les autres initiatives dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Afrique. Donc, c'est maintenant qu'il faut se saisir de cela, de suivre ces différents processus, de les connaître, de les comprendre. Et comme l'a dit le président des transformateurs, raisonner hors des frontières. Il ne s'agit plus de parler de Sénégal, de Bénin et autres. Il faut bousculer les leaders politiques et les forcer à sortir des cloisonnements nationaux pour voir Supra, voir CEDEAO, voir CEAC, voir Afrique de l'Est et ensuite voir le continent africain parce que notre avenir réside justement dans notre intégration pour être plus fort, pour compter mieux et pour être aussi un acteur de premier plan dans la gouvernance mondiale, qu'elle soit économique, politique ou environnementale. C'est ce que je voulais simplement dire et encore une fois vous encourager et vous remercier. Merci beaucoup, Dr Tidiane. Et le GIAF Junior ne va pas évoluer sans vous, donc nous allons vous solliciter beaucoup d'autres fois et nous savons compter sur vous. Didier Akwete, est-ce que avant de partir, vous avez un mot à nous dire? Monsieur Didier Akwete? Votre micro. Alors, il est activé en principe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, maintenant on vous entend. Parfait. Non, c'est toujours me joindre à Pascal et à vous-même et à Fatou pour vous féliciter pour cette la tenue de ce webinaire, le premier d'une longue série, et remercier vraiment tous les intervenants, en particulier Succès qui effectivement depuis l'ambassade des États-Unis qui se bat au Tchad pour plus de liberté, plus de participation des jeunes à la décision en fait politique et de manière générale au fonctionnement de nos sociétés. Donc bravo à tout le monde et encore merci pour ces belles contributions qui ne sont que le début d'une transformation de l'Afrique avec la jeunesse qu'on appelle tous de nos voeux et en tout cas les aînés essaieront d'apporter leur contribution et les aînés des aînés aussi, donc tout le monde est engagé. Et donc, merci encore et très bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Didier Akwete, un membre éminent du groupe Initiative Afrique. Alors, Pascal?
Mais juste avant l'intervention de Pascal, pour finir, Fatou, tu pourrais rappeler les autres thématiques, donc les prochains webinaires à venir, parce que nous avons rappelé au début que nous nous lançons dans une série de 5. Donc, celui-ci est le premier. Nous avons d'autres qui seront programmés prochainement. Et donc, ce serait avec plaisir que nous allons vous recevoir à nouveau, recevoir d'autres panélistes et continuer les échanges et les discussions qui engagent le développement du continent africain. Fatou? Merci beaucoup, José. Très rapidement, je tiens d'abord à remercier tous les intervenants qui nous ont rejoints ce soir, ainsi que tous les spectateurs depuis le Zoom, mais également le live Facebook. C'était très enrichissant et je pense que nous avons plus ou moins, je l'espère, atteint les objectifs que nous cherchions lorsque nous organisions ce premier webinaire. Et donc, on part sur une série de 5 webinaires et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un webinaire qui portera sur les questions de langage de la jeunesse et de l'entreprise, à savoir l'entrepreneuriat, mais également l'initiative au sein de l'entreprise économique. Donc, je m'arrête là et je vous souhaite à toutes et à tous, depuis le Tchad, le Bénin, le Sénégal, le Burkina, la RDC et Paris, je pense, une très belle fin de journée, une très bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Mon micro. Merci Fatou. Donc, Pascal, un dernier mot et nous allons gentiment remercier tous les participants à ce webinaire. Ouais, tu peux y aller sans la vidéo. Allez, sans la vidéo, ok. Non, c'est juste pour vous exprimer la satisfaction quand on pense, quand je disais tout à l'heure que je pensais que ça allait être une belle aventure d'échange, de travail et d'engagement pour un meilleur devenir du continent. Je pense que ça prend la bonne direction grâce à vous tous, que je remercie et auxquels je m'associe. Voilà. Donc, rendez-vous au prochain webinaire avec un grand plaisir. Et félicitations à toute l'équipe qui a travaillé pour ce bon moment. À bientôt. Merci. Donc, vous pouvez gentiment ouvrir vos micros et dire pour qu'on puisse vous entendre et quitter en même temps. Et ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera prochainement. Donc, au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde.